à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela faisait déjà un sacré bout de temps que nous n'avions plus abordé la question des créatures magiques dans le monde de Harry Potter. Il faut avouer que nous avons eu pas mal d'actualités ces derniers mois et que ce n'est pas nécessairement toujours le premier sujet, peut-être à tort, qui nous vient nécessairement à l'esprit quand on passe à la conception des vidéos. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous parler de créatures magiques dont on va beaucoup parler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et pour cause, vous le savez, la question des gobelins va être centrale dans l'intrigue du prochain jeu vidéo, Hogwarts Legacy. Forcément, on s'est dit que quelques petites révisions au sujet de cette race particulière du monde magique étaient nécessaires pour qu'on parte tous, entre guillemets, du bon pied dans l'exploration de ce jeu vidéo que nous attendons tous depuis si longtemps. Alors, pour le coup, aborder la question des gobelins, ce n'est pas comme discuter par exemple des détraqueurs ou des hippogriffes. Les gobelins sont une espèce totalement à part que l'on a du mal d'ailleurs à classer véritablement, autant le dire tout de suite, dans la case créature magique. Car, un peu comme les centaures, cela se rapproche franchement beaucoup plus des humains que ce n'est le cas pour les hippogriffes ou autres créatures du bestiaire rollingien. En réalité, elle les classe plutôt dans la structure, on va dire, being, c'est-à-dire les êtres, ceux qui sont là et qui se contentent entre guillemets d'exister. En l'occurrence, on parle véritablement en plus d'une espèce qui a une histoire millénaire et dont on retrouve des traces aux côtés du monde magique qui ont laissé quand même une empreinte dans l'histoire même de ce monde caché. Les gobelins et les sorciers ont toujours eu des difficultés, on le sait, à communiquer, à coexister, dans la mesure où les sorciers et les gobelins n'ont jamais eu véritablement de vision commune. Il y a eu des alliances, parfois de circonstances, mais surtout des révoltes, beaucoup de révoltes, des guerres et autres sentiments plus ou moins exacerbés. L'histoire des gobelins n'est pas intrinsèquement liée non plus à l'histoire même de Harry Potter, mais elle l'est très assurément pour le monde des sorciers, et donc forcément fait son apparition dans les romans et dans les films de manière régulière. L'adaptation cinématographique de Harry Potter n'a pas nécessairement mis, on va dire, les pleins feux sur l'histoire des gobelins. On peut même dire que nous sommes franchement passés un petit peu totalement à côté de la plaque, mais en même temps on ne pouvait pas tout mettre dedans. Cependant, l'un des points positifs quand même des 8 adaptations cinématographiques de Harry Potter consiste surtout à avoir donné corps et chair aux gobelins des Harry Potter à l'école des sorciers dans une représentation pour le coup particulièrement fidèle à ce que J.K. Rowling elle-même avait pu imaginer dans ses romans. On sait que les gobelins sont décrits comme étant de petite taille et avec une peau extrêmement claire liée au fait qu'ils sont rarement vus à l'extérieur. On sait qu'ils ont de très longs doigts et de très longs pieds. On sait également qu'ils ont des nez pointus et des oreilles pointues également. D'ailleurs, la représentation qui est celle des gobelins donnera lieu à une polémique pour le coup totalement atroce de la part des détracteurs de J.K. Rowling qui percevaient soi-disant dans l'apparence des gobelins une dérive, là aussi soi-disant antisémite de l'auteur, alors qu'en réalité c'est la représentation de ces mêmes détracteurs qui est pour le coup particulièrement déviante et honteuse, mais bref, fin de la parenthèse, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo sur la question J.K. Rowling est-elle antisémite. On sait également que les gobelins sont des êtres particulièrement intelligents, qui sont connus pour leur rudesse et qui au fur et à mesure des siècles se sont mesurés aux sorciers de différentes manières. Pendant très longtemps, les sorciers ont considéré les gobelins comme des êtres inférieurs, ce qui n'était pourtant absolument pas le cas, et au fur et à mesure des siècles, les gobelins vont finir par se rendre indispensables et même prendre le dessus en prenant par exemple le contrôle d'un élément indispensable à la construction de toute société, l'élément monétaire. Le contrôle de Gringotts assure en effet aux gobelins une place à part, mais totalement indispensable dans le monde magique puisqu'il contrôle le pouvoir économique. Les gobelins ont donc réussi à se mettre au niveau des sorciers et même quelque part à prendre le pas de manière assez pragmatique. Il est évident que la puissance économique, lorsqu'elle est indépendante du pouvoir politique, représente un enjeu colossal et donc forcément prive le ministère de la magie et donc le ministre de la magie d'une partie du pouvoir généralement exercé par le pouvoir politique. Étrangement, la vision qui est celle des sorciers n'évolue pas nécessairement, y compris dans la période moderne. On sait d'ailleurs qu'au sein même du ministère de la magie, la fontaine de la coopération magique internationale illustre deux sorciers surplombant d'autres créatures comme un centaure, un elfe de maison ou un gobelin. C'est dire qu'il y a franchement toujours une vision quand même un peu étonnante et qui va d'ailleurs se poursuivre dans le temps car une fois cette statue reconstruite après les événements de Harry Potter et les reliques de la mort, on n'observera aucune modification y compris dans l'ère Kingsley Shacklebolt ou a priori l'ère Hermione Granger en tant que ministre de la magie. On comprend donc rapidement que les gobelins ont réussi à créer une véritable force de frappe grâce au pouvoir de l'or, de l'argent et donc au pouvoir économique. Mais ils sont également connus et reconnus comme étant de formidables forgerons. Le terme d'ailleurs
d'ailleurs ne rend pas hommage nécessairement à leur capacité à forger tout type de métaux. Ils sont connus et reconnus pour être de véritables artistes et pour créer des pièces absolument uniques qui demeurent intactes plusieurs centaines d'années après leur création. C'est notamment le cas par exemple de la fameuse épée de Godric Gryffondor dont on vous parlait dans une précédente vidéo et qui illustrait déjà au XIe siècle les difficultés relationnelles qui existaient entre les gobelins et les sorciers. Cette situation de fait ne trouvera jamais d'ailleurs d'amélioration à cette époque. On sait d'ailleurs également aussi grâce à Gripsec que les gobelins reconnaissent sur un simple coup d'œil ce qui est véritablement de leur production et ce qui n'est qu'une contrefaçon, même lorsqu'il est difficile pour le coup d'y voir une quelconque différence quand on est un sorcier. Bref, en tous les cas, l'intelligence des gobelins n'est plus à démontrer, bien au contraire, c'est une vérité on ne peut plus évidente et qui s'impose à nous. Le but de cette vidéo, c'est aussi de pouvoir nous pencher de manière un peu plus en détail sur l'histoire surtout du peuple des gobelins, histoire de bien prendre en compte les repères historiques mis en place par J.K. Rowling au sein même de ses romans. On ne sait pas exactement ce qu'Hogwarts Legacy va reprendre ou non de la timeline officielle, mais on espère qu'on collera le plus possible à ce que J.K. Rowling nous a déjà enseigné sur le sujet. Après, il ne faudra pas être puritain. Malheureusement, pour toute une génération, Harry Potter, ce n'est pas une série de livres, mais une série de films. Du coup, il faut se faire à l'idée que beaucoup n'ont jamais entendu parler des affaires de Gobelins et ne sont probablement jamais interrogés là-dessus. Il va falloir donc amener tous ces spectateurs, petit à petit, en tout cas tous ces joueurs, vers un pan entier de l'histoire du monde de la magie qui demeure pour le moment non pas inaccessible, mais un peu loin des préoccupations habituelles en matière potterienne. Notre connaissance de l'histoire des Gobelins débute pour nous au XIe siècle avec justement le roi des Gobelins, Ragnuk Ier, qui est un contemporain des fondateurs de Poudlard, dont fait partie naturellement Godric Gryffondor, comme vous le savez. Et c'est justement ce fondateur qui nous intéresse particulièrement, car il est probablement à la base de très nombreux désaccords qui perdureront plus de 1000 années après entre la communauté des Gobelins et celle des sorciers. L'histoire telle que nous la connaissons veut que Ragnuk Ier, en tant que roi des Gobelins, était également le meilleur artisan. La légende que l'on connaît laisse penser que Godric Gryffondor, à un moment donné de son histoire, passe commande d'une épée en argent pur des Gobelins, sertie de rubis sur son pommeau. Ragnuk combine tous les savoir-faire des Gobelins dans cette épée, tant d'un point de vue artistique que d'un point de vue magique. On sait notamment que les propriétés magiques de l'épée seront particulièrement utiles dans la quête des Horcruxes et que leur destruction près de 1000 années plus tard sera évidemment liée de manière assez importante à cette épée. Ragnuk Ier est tellement fier de son travail qu'il va même regretter pendant très longtemps d'avoir laissé l'épée à Godric Gryffondor. Il va tellement le regretter qu'il ne va d'ailleurs jamais assumer devant ses sujets que cette épée n'appartenait en réalité plus au peuple des Gobelins. C'est ainsi qu'il va mettre sur pied un commando dont la mission première est de subtiliser l'épée à Godric Gryffondor et de la ramener. Pour faire court, Ragnuk Ier accuse sans aucune difficulté Godric Gryffondor de vol, rien que ça. Évidemment, le commando va échouer à récupérer l'épée, il n'était pas de taille à faire le poids contre Gryffondor qui était réputé comme étant l'un des plus grands sorciers de son temps. On ne sait pas exactement qui livrait dans cette histoire, même si notre inclinaison personnelle laisse à penser qu'en réalité il s'agit bel et bien d'un mensonge émis par le roi des Gobelins. On a franchement du mal à imaginer que Godric Gryffondor en soit réduit à voler une épée, ce qui serait totalement contraire d'une part à toutes ses valeurs et ne collerait franchement pas avec sa réputation. Le fait est que si la version de Godric Gryffondor est reconnue comme étant la vérité d'un point de vue historique par le monde des sorciers, dans le monde des Gobelins c'est tout à fait différent. Et cet événement constitue d'ailleurs un point d'ancrage très fort dans les inimitiés qui lient les Gobelins et les sorciers. Les Gobelins sont en effet totalement persuadés que l'histoire contée par Ragnuk Ier est une vérité historique. Ils ne remettent absolument pas en cause et aucunement en cause cette version. Le seul point en fait sur lequel s'accordent à la fois les sorciers et les gobelins, c'est que cette épée est légendaire. On pourrait d'ailleurs rajouter que si les caractéristiques de l'épée viennent en effet des gobelins, pour ce qui concerne certaines propriétés magiques de l'épée, on peut remettre en cause cette information. En effet, on sait que l'épée apparaît et disparaît au fur et à mesure des siècles après la mort de Godric Gryffondor à toute personne digne de son pouvoir. On tangente presque le mythe d'ailleurs nordique de Mjolnir dans la mythologie scandinave ou encore celui d'Excalibur dans la mythologie arthurienne. Si un sorcier se montre particulièrement digne de sa maison, il pourra, en cas de grand danger, trouver cette épée. En l'occurrence, il apparaît clairement que Godric Gryffondor a ensorcelé l'épée à son tour, modifiant ainsi considérablement sa portée et ses objectifs. Le débat pourrait donc être sans fin sur les propriétés de cette épée magique et sur son appartenance. Si les gobelins l'ont bel et bien dotée de quelques propriétés magiques qui définissent une partie de la nature même de l'épée, on ne peut mettre de côté l'apport que semble avoir réalisé Godric Gryffondor de manière postérieure à son achat et donc à sa conception. Cet apport ne peut absolument pas être négligé ou mis de côté, bien au contraire. On n'explorera pas davantage les tenants et aboutissants de cette histoire sur laquelle aucune des deux parties ne réussira jamais à se mettre d'accord, mais il apparaît pour le coup totalement
évident que cet événement ne peut être ignoré dans le processus de bonne compréhension des relations qui lient les sorciers et les gobelins. Ragnarok Ier n'est pas le seul gobelin d'ailleurs évidemment dont le nom a traversé les siècles et donc la grande histoire. Près de 450 ans plus tard, on apprend qu'un gobelin du nom de Gringotts a fondé la banque des sorciers Gringotts en 1474 précisément. On sait qu'il y aura notamment une carte de Choco-Grenouille, mais aussi une statue à son effigie que l'on peut d'ailleurs effectivement trouver au Wizarding World of Harry Potter à Orlando. On vous a déjà parlé de la banque Gringotts et de son histoire dans une de nos très anciennes vidéos. Cela pourrait être intéressant d'ailleurs de nous y remettre, on verra ça. On sait juste en tout cas que sa création remonte donc à 1474. Compte tenu des immenses capacités des gobelins à extraire, à traiter et à enjoliver les minerais, on peut imaginer qu'à un moment ou un autre, il verra clairement la manière dont ils peuvent utiliser leurs capacités pour faire en sorte de faire aboutir une certaine forme de domination vis-à-vis des sorciers. En tant que fabricant de la monnaie et sorte donc de banque centrale du monde magique, il apparaît évident que les gobelins tiennent entre leurs mains une part très très importante du pouvoir économique du monde des sorciers. D'autant plus que, il faut se le dire, on a le sentiment que cette domination, elle est mondiale et que de manière assez évidente, il n'y a qu'une seule et même banque dans le monde magique. En tout cas, en l'état actuel, pour l'instant, de nos connaissances. Dès le XVe siècle, les gobelins disposent donc d'un pouvoir de nuisance assez évident et d'une approche pour le moins particulièrement pernicieuse du dialogue avec les sorciers. Il est évident que sans l'argent des gobelins, le système tout entier porté par le ministère de la Magie s'effondrerait complètement. Il faut là-dessus avoir les idées bien au clair. Les relations entre les sorciers et les gobelins demeurent donc pour le coup empreintes d'un rapport constant qui oscille entre domination des uns sur les autres et mépris des uns sur les autres. Le contexte est donc absolument parfait pour déboucher évidemment sur des troubles, pourrions-nous dire presque à l'ordre public. Et c'est d'ailleurs là que nous allons commencer à reboucler avec Hogwarts Legacy. Le monde des sorciers a dû faire face à de très nombreuses reprises à des révoltes de la part des gobelins. On le découvre particulièrement dans Harry Potter lors des cours dispensés par le fantomatique, au sens propre et figuré, du professeur Binns. Dans la majorité des cas, ces rébellions vont avoir pour point de départ toujours le même et seul point de départ, la seule et même cause, à savoir la discrimination des sorciers vis-à-vis des gobelins, mais aussi les préjudices subis par la communauté des gobelins. Nous sommes tous bien au courant que l'un des principaux griefs faits par les gobelins aux sorciers, c'est le fait que ces derniers ont refusé de tout temps aux gobelins le droit de porter et d'utiliser une baguette magique. Cette infamie, du point de vue des gobelins, est donc destinée uniquement à marquer la supériorité des sorciers sur les gobelins, toujours considérés au rang d'espèces inférieures par ces derniers. La première rébellion, qui est clairement inscrite d'ailleurs dans l'histoire du monde magique de J.K. Rowling, trouve son essence dans des événements qui sont survenus au XVIe siècle. À cette époque, un sorcier aux idées pour le moins un petit peu étranges s'élance dans une course criminelle absolument folle et particulièrement sanglante vis-à-vis des gobelins. Certain Yarleplat va en effet être connu à travers le monde magique pour être devenu le tout premier tueur en série de gobelins. Face à ces exactions, la communauté des gobelins s'est donc fortement mobilisée. Il en sera de même d'ailleurs en 1812 puisqu'une rébellion va éclater et prendra dans la ville de Préolard. On sait que les gobelins vont établir même un quartier général particulièrement fourni en troupes et que la révolte sera pour le moins extrêmement sanglante et demeurera comme l'un des très grands événements de l'histoire des gobelins. Et tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, on va assister de manière régulière à des combats et à des rébellions de plus en plus violentes. L'histoire de la rébellion que nous avons découvert dès les premières images du jeu vidéo Hogwarts Legacy n'a pas été documentée à ce stade par J.K. Rowling. Et soyons honnêtes, ne le sera probablement jamais. On sait qu'un gobelin du nom vraisemblablement de Ranrock, gobelin en armure et qui semble détenir une magie particulièrement puissante, va chercher à réaliser un objectif qui semble être le même que celui que nous devons réaliser en notre qualité de personnage principal dans le jeu vidéo. On sait qu'il sera à la tête d'une révolte dans un contexte historique que nous ne connaissons pas tout à fait clairement. Ce qui apparaît de manière assez évidente, c'est que ce Ranrock va absolument tout faire pour mettre finalement des bâtons dans nos roues durant l'aventure. Le fait d'assister à une révolte des gobelins n'est d'un point de vue historique absolument pas du tout déconnant. Là-dessus, c'est très clair. C'est une période qui est très lourde, qui est très chargée et qui est surtout très propice à l'émergence effectivement de rébellions. Ce qu'on ne mesure absolument pas à cette époque, c'est les raisons concrètes qui vont pousser Ranrock à rentrer en guerre. Il faudra donc attendre Hogwarts Legacy pour en avoir une idée un petit peu plus précise. Il s'agit probablement de la quête qui nous mènera à la recherche
l'héritage de ce savoir ancien et puissant. Ranrock sera donc l'un des grands, si ce n'est le grand antagoniste du jeu. On sait que son but cependant est de veiller à détruire le monde des sorciers. C'est notamment dit d'ailleurs dans le premier gameplay d'Hogwarts Legacy. Pour le coup, c'est quand même une petite chose un peu étonnante, c'est que l'on sait que Ranrock va nouer dans les ruelles de Préolard une alliance avec des sorciers visant à capturer notre personnage. L'alliance avec les sorciers n'est pas quelque chose de tout à fait naturel, vous l'aurez compris au regard du ton de cette vidéo. Seulement, les circonstances changent parfois les bonnes vieilles habitudes, et en l'occurrence, c'est plutôt la célèbre maxime qui va s'imposer, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On verra donc bien ce que cela donnera au fur et à mesure de l'aventure d'Hogwarts Legacy, mais ça reste un point quand même d'attention. Pour en revenir de manière plus prosaïque aux certitudes des romans de J.K. Rowling, on sait que les gobelins ont subi de plein fouet les 2 premières guerres du monde des sorciers. Si la période couvrant la guerre entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald ne semble pas avoir d'impact particulier sur les gobelins et leur relation avec le monde des sorciers, en l'occurrence ce n'est absolument pas la même chose pour les guerres opposant les sorciers à Voldemort. Grindelwald, lui, ne semble pas se préoccuper outre mesure des problématiques liées aux gobelins ou autres créatures de ce genre, mais Voldemort, c'est autre chose. On sait qu'il méprise tout ce qui ne rentre pas dans sa propre logique, et en l'occurrence, les gobelins sont vus par lui comme étant finalement non pas négligeables, mais des êtres particulièrement insupportable. Lors de la première guerre du monde des sorciers, ils vont subir de nombreuses pertes, mais ne s'engageront pas outre mesure dans la guerre contre Lord Voldemort. Pour ce qui concerne la seconde guerre, les choses ne vont pas être totalement différentes. On sait que là aussi, ils vont subir de très très nombreuses pertes. On sait même que toute une famille de gobelins va notamment être assassinée par des mange-morts. L'ordre du Phénix, par l'intermédiaire de Bill Weasley, dont on sait qu'il travaille pour Gringotts, va approcher les gobelins, mais ça sera peine perdue dans la mesure où certains membres de leur communauté auront été escroqués par, on se souvient, Ludo Verpé, alors fonctionnaire au sein du ministère de la Magie dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu. Les gobelins considèrent que les 2 camps se valent et donc ils ne peuvent avoir confiance ni en l'un ni en l'autre. Grand mal leur en prendra puisqu'on le sait, de nombreux gobelins seront assassinés après la bataille de Gringotts dans les événements survenus au cours de Harry Potter et les reliques de la mort. Les gobelins ne se seront jamais véritablement repentis de ce manque d'engouement et de courage vis-à-vis des mange-morts et de Voldemort. Le fait est qu'il s'agit quand même d'un monde à part dans le monde magique qui semble suivre ses propres règles et ses propres ambitions. La problématique, c'est que ces ambitions s'expriment toujours dans une forme de rancœur, peut-être en partie légitime, vis-à-vis des sorciers. De tout temps, ils auront marqué une forme d'opposition plus ou moins active ou passive. On sait notamment qu'ils refuseront, par exemple, de prendre parti au moment de la mise en œuvre du Code international du secret magique en 1692. La problématique ne semble pas franchement être possible à résoudre, il faut bien l'avouer. L'histoire des gobelins est intéressante, on la comprend au travers des petites touches dans le roman, ce qui demeure pour le coup très intéressant pour nous. On verra ce qu'Hogwarts Legacy pourra apporter à cette dimension de l'histoire du monde magique. Ce à quoi il faudra prendre garde, c'est à ne pas rentrer dans des événements trop importants qui pourrait de facto provoquer un bouleversement de l'histoire que l'on connaît dans les Animaux Fantastiques et dans Harry Potter. En effet, si cette rébellion est plus impressionnante que les autres, compte tenu de la temporalité de notre future aventure, il ne serait pas logique, en effet, de ne pas en entendre parler concrètement dans les films et dans les livres. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire là-dessus. Dites-nous vous ce que vous attendez effectivement de cette question des gobelins dans Hogwarts Legacy et on pourra en parler tous ensemble dans les commentaires. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous la découvrez, ça nous fait toujours plaisir de voir notre communauté grandir petit à petit. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures au sujet de Hogwarts Legacy, mais pas que. À très bientôt.